La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mardi 2 avril 2024. Il s'appelle ce matin Nouveau trimestre, même contexte. Les 4 jours de coupure pascale n'ont pas vraiment renouvelé le scénario qui tourne en boucle sur les marchés financiers depuis des semaines. Je vais m'employer à résumer ce qui s'est passé depuis jeudi soir sans être trop barbant. Le problème c'est que l'exercice s'annonce plutôt compliqué au vu des données d'entrée. Inflation, banque centrale, marché du travail, statistiques, élections, Trump, Erdogan. Et oui, c'est pas la grosse éclate. Et pour ne rien arranger, le 1er avril est tombé un jour férié, ce qui nous a empêché de produire un article rigolo du genre Renault lance une OPA hostile sur Tesla, le PAC 40 va remplacer le CAC 40 ou Casino et Atos fusionnent pour créer Castos, le nouveau loser de la bourse de Paris. Plus sérieusement, la première chose à retenir, c'est que plein de places boursières étaient fermées vendredi et lundi. La seconde chose à retenir, c'est que Wall Street n'était fermé que vendredi et a redémarré dès hier. Et ça va permettre aux places européennes d'avoir un fil conducteur ce matin au réveil. Précision importante, le passage à l'heure d'été en Europe a eu lieu au cours du week-end et ça a recalé le décalage horaire avec les États-Unis, soit 6 heures avec la côte Est. Et ça signifie que Wall Street ouvre à 15h30 heure de Paris et plus à 14h30 comme c'était le cas depuis 3 semaines. Je vous rappelle juste que l'Amérique du Nord passe à l'heure d'été au début du mois de mars. Que s'est-il passé pendant que vous faisiez une overdose de chocolat et de blagues vaseuses du tonton ? Eh bien, grosso modo, les paris de baisse de taux de la Fed se sont un petit peu éloignés pour 3 raisons. D'abord parce que l'inflation dite PCE aux États-Unis était conforme aux attentes, c'est-à-dire en décélération mais pas assez pour que la Banque centrale américaine dorme sur ses 2 oreilles. Ensuite parce que Jérôme Powell, le patron de l'institution, a confirmé vendredi dans un discours qu'il était urgent de ne rien faire. Et enfin parce que les données d'activité publiées hier aux États-Unis par l'ISM étaient vraiment solides. En résumé, le maintien de taux élevés n'empêche pas la croissance de s'affermir, donc pourquoi changer les choses ? Dans le sillage de ces annonces, la mécanique traditionnelle s'est mise en branle. Remontée du rendement des obligations US, le 10 ans est à 4,3%, renforcement du dollar et hausse de l'or qui a signé un nouveau record historique lundi. Et oui, parfois, même si c'est un peu rare, l'économie réagit comme on pense qu'elle devrait réagir. Les contrats à terme, eux, montrent que les financiers visent toujours en majorité une baisse de taux de la Fed en juin, mais ce pronostic a l'air de plus en plus fragile. Ces mêmes contrats à terme laissent aussi entrevoir une enveloppe de baisse de taux globale de 65 points de base cette année. Dit autrement, cela signifie que les investisseurs hésitent entre 2 et 3 baisses de taux de 25 points de base en 2024 aux États-Unis. C'est quand même 3 fois moins que ce qu'ils espéraient en début d'année. Et ça, en temps normal, ça aurait pu les contrarier au plus haut point et ça aurait dû faire chuter les actions. Mais pas en 2024, et mieux, la Fed et le marché sont désormais à peu près en phase sur la trajectoire des taux dans un consensus un petit peu étrange et à mes yeux relativement suspect. Les marchés actions, eux, continuent à apprécier cet environnement bénin, ils ne flambent pas mais ils battent plus ou moins chaque semaine les records établis la semaine précédente, ça veut dire qu'ils n'arrêtent pas de monter en gros. On fait un crochet par l'Asie-Pacifique où c'est la Chine qui a pris les commandes cette semaine. Les indicateurs d'activité PMI qui ont été publiés dans la nuit de dimanche à lundi ont en effet montré une embellie dans le domaine manufacturier, de quoi raviver un petit peu la flamme du redressement chinois dont tout le monde parle mais qui ne vient jamais. Sur le continent, l'indice CSI 300 est au plus haut d'un mois et la bourse de Hong Kong qui était fermée hier reprend ce matin en hausse de plus de 2%, dopée par ses valeurs technologiques et la flambée de Xiaomi dans le sillage de la présentation de son premier véhicule électrique. D'ailleurs, cette embellie risque de continuer à profiter au CAC 40 par le truchement du secteur du luxe. Au Japon ce matin c'est plus poussif parce que le yen flirte toujours avec la zone de faiblesse extrême qui a poussé la banque centrale à intervenir en soutien fin 2022. La prudence des opérateurs s'explique par la forte corrélation entre faiblesse du yen et hausse des actions à Tokyo. D'ailleurs le Nikkei 225 est l'indice majeur le plus performant de l'année 2024, ce qui n'est pas sans rapport évidemment avec la glissade de 7% de la devise nippone face au dollar depuis le 1er janvier. Dans le reste de l'actualité, la situation se corse au Proche-Orient après une frappe israélienne sur un bâtiment consulaire iranien en Syrie. Du côté de la Turquie, le parti du président Erdogan a subi un revers majeur lors des élections municipales qui ont vu l'opposition triompher dans les principales villes du pays. Le dirigeant a semblé faire amende honorable, en tout cas c'est le terme utilisé par Reuters dans ses dépêches, en prenant acte de la nécessité de changer sa politique alors que le pays est frappé par une inflation galopante.
Aux États-Unis, Donald Trump a déposé lundi, grâce à ses soutiens, une caution de 175 millions de dollars dans le cadre de l'affaire de fraude civile qui l'oppose à l'État de New York. Ça met momentanément à l'abri son empire économique. Sur l'agenda du jour, on retrouve les premières données sur l'inflation allemande de mars qui seront publiées à 14h. Elles seront scrutées de près parce que ça va conditionner les paris sur les baisses de taux de la BCE. On a aussi une brochette d'indicateurs aux États-Unis, les commandes d'usines, les immatriculations automobiles mensuelles et l'enquête Jolts sur l'emploi. On a aussi droit à plusieurs allocutions de banquiers de la Fed, notamment celle de John Williams, qui est plutôt neutre, de Loretta Mester, qui est plutôt faucon, de Mary Daly, qui est plutôt neutre elle aussi, et de Michelle Baumann, qui est plutôt faucon. Je vous rappelle que les banquiers centraux sont divisés en 3 catégories. On a d'un côté les colombes, qui sont des banquiers plutôt accommodants, à l'autre extrême les faucons, qui sont des banquiers plutôt orthodoxes, et puis on a des banquiers qui sont plutôt neutres selon les circonstances. Le marché japonais, lui, recule légèrement ce matin, pendant que la Chine est divisée donc entre le CSI 300 qui consolide ses gains de la veille et le Hang Seng qui reprend en fanfare. La Corée du Sud est en gain modeste pendant que l'Inde et l'Australie se replient légèrement. Quant aux indicateurs d'avance européens, ils évoluent autour de l'équilibre après une clôture mitigée hier soir à Wall Street. Le S&P 500 et le Dow Jones avaient reculé pendant que le Nasdaq avait repris quelques points. Le volet actu des sociétés est très étoffé après 4 jours de fermeture en Europe. Je vais commencer par la France et puis je ferai le continent européen, les États-Unis puis l'Asie-Pacifique. En France d'abord donc, les immatriculations de véhicules neufs ont légèrement baissé au cours du mois de mars. Société Générale et Allianz Bernstein ont lancé leur co-entreprise de recherche Action. Alstom a averti le gouvernement britannique de l'avenir incertain de son site de Derby faute de commandes. Renault a choisi Sandouville pour produire des fourgons électriques en co-entreprise avec Volvo. L'agence de sécurité routière américaine enquête sur un pick-up RAM. RAM, c'est une filiale de Stellantis en raison d'une défaillance de la transmission. Thales a inauguré un nouveau centre de compétences à Tubize avec l'armée belge. Atos présentera les paramètres de son cadre de refinancement à ses créanciers financiers le lundi 8 avril 2024. Valeo ouvre une nouvelle usine en Corée pour la production de systèmes avancés d'aide à la conduite. Ipsen a signé un accord pouvant aller jusqu'à 900 millions de dollars avec la biotech Sutro pour l'exclusivité de la licence mondiale de STRO 003, un conjugué anticorps petite molécule ciblant les tumeurs solides. Eutelsat annonce le succès de la mise sur orbite d'Eutelsat 36D. Argan annonce la démission de Frédéric Laroumetz de son mandat de membre du directoire, même s'il conserve ses attributions dans la gestion d'actifs de la société. MSC rachète comme prévu le bloc de contrôle de Clasquin et déposera une offre à 142,03 € l'action. Equasens prévoit un retour à une croissance du chiffre d'affaires à 2 chiffres à compter de 2025, ce qui signifie que 2024 sera un exercice plutôt faible. S&P a abaissé la perspective de la note crédit BBB+ d'ICAD de stable à négatif, et les actions des holdings de Casino, c'est-à-dire Rallye, Finatis, Foncière Euris et Carpinienne de participation seront radiées de la cote. Du côté des publications de résultats de valeur moyenne, on a beaucoup de noms depuis jeudi soir. Voltalia, Saint-Jean, UTI, Munich, AgriPower, Réalité, Florentez, Winfarm, Mat Pharma, Neolife, Idsud, SCBSM, Tipiac, DLSI ou encore Amoeba. À l'international, on commence par l'Europe. Londres renonce pour le moment à céder ses parts dans NatWest. Le partenaire chinois de Volkswagen, SAIC, va licencier 10% du personnel de leur co-entreprise en raison de la baisse des ventes. Baltica poursuit les filiales de Carlsberg pour récupérer 900 millions de dollars. UBS va racheter 2 milliards de dollars d'actions. Equity se rapproche d'un accord de 3 milliards de dollars pour racheter le fabricant de logiciels Aveta, ça c'est une info de Reuters. Le patron de Swatch, Nick Hayek, fête ses 70 ans cette année et ne songe pas à raccrocher, a-t-il déclaré à NZZ. Lonza a débauché le CEO de Siegfried, Wolfgang Wienand. Vestas a obtenu plusieurs commandes éoliennes et le médicament contre l'hémolyse d'AstraZeneca a été approuvé par la FDA. Par ailleurs, 2 sociétés de conseil aux actionnaires ont recommandé de s'opposer au plan de rémunération du CEO d'AstraZeneca, Pascal Soriot. ISS soutient les plans du conseil d'administration de Software One, Stabilius finalise le rachat de Destaco et Cerberus envisage de renforcer ses liens avec Intrube alors que l'entreprise s'attaque à ses dettes selon Bloomberg. On part aux États-Unis où Walt Disney semble prendre l'avantage sur les investisseurs activistes en amont de son AG selon le Wall Street Journal. UPS remplace FedEx pour devenir le principal fournisseur de fret aérien de l'USPS. Après l'Europe, Microsoft va dissocier Teams et Office au niveau mondial. Par ailleurs, Microsoft et OpenAI
OpenAI envisage d'investir 100 milliards de dollars, dans le supercalculateur d'IA Stargate selon The Information. AT&T révèle qu'une fuite de données a touché près de 73 millions de ses clients. Advent va racheter la fintech Nuvei soutenue par Ryan Reynolds pour 6,3 milliards de dollars. Et le médicament d'Eli Lilly contre la perte de poids, le Zepbound, est confronté à une pénurie aux États-Unis. Après la F1, le groupe américain Liberty Media s'empare de la MotoGP, DoorDash va assurer la livraison à la demande pour Loves et Tesla augmente de $1000 le prix de ses voitures Model Y aux États-Unis. United Airlines est confronté à un sureffectif en raison des retards de livraison de Boeing et 3M a indiqué que la scission de l'entreprise de soins de santé Solventum est achevée. Du côté de l'Asie-Pacifique, pour finir, Xiaomi flambe à Hong Kong après la présentation de son premier véhicule électrique et le promoteur chinois Wanda vend 60% de sa division centres commerciaux pour 8,3 milliards de dollars. Voilà ce que l'on pouvait dire pour bien démarrer cette semaine boursière. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée.